Maman a écrit sur le groupe familial, ton frère a des difficultés, que chacun envoie $500. Cela faisait 2 ans que je lui envoyais $3200 par mois. J'ai demandé, combien a-t-il reçu jusqu'à présent? Elle a supprimé mon message en 40 secondes, mais j'en avais déjà fait une capture d'écran. Puis, j'ai publié 24 mois de relevés bancaires, soit un total de $76 800. Mon frère m'a appelé 3 minutes plus tard, et lorsque maman a appelé, les virements étaient déjà. Je m'appelle Marcus. J'ai 34 ans, et je suis expert comptable judiciaire, ce qui signifie que, professionnellement, je suis la trace de l'argent. Je découvre où il est allé, qui l'a déplacé, et pourquoi quelqu'un a pensé que personne ne s'en apercevrait. Je suis bon dans mon travail, et je remarque absolument tout. L'ironie de ce que je m'apprête à vous raconter ne m'échappe pas, mais laissez-moi d'abord revenir en arrière. J'ai grandi à Saginaw, dans le Michigan. La partie de Saginaw que les habitants décrivent en disant, pas le bon quartier. Une maison de plein pied du milieu du siècle, située dans une rue où la moitié des allées abritaient une voiture sur cale, et l'autre moitié, un chien à la chaîne. Mes parents, Frank et Diane, n'étaient pas de mauvaises personnes. Je tiens à être clair dès le début, car ceci n'est pas l'histoire d'un méchant. Frank a conduit un camion de livraison pendant 22 ans. Diane travaillait de matin dans une entreprise de facturation médicale, et elle pouvait distinguer un code 99 213 d'un 99 214 avant même que la plupart des gens ne sachent ce que c'est. Chiffre voulait dire. Ils travaillaient dur, étaient perpétuellement fatigués, et n'étaient pas des gens particulièrement réflexifs, ce qui est une façon polie de dire qu'ils fonctionnaient en pilote automatique. Et ce pilote automatique avait une préférence marquée, apparemment inconsciente, et parfaitement constante, pour mon frère Colton. Colton a 3 ans de plus que moi. C'est le genre de personne qui entre dans une pièce, et devient immédiatement ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. Non pas pour ce qu'il a accompli, mais pour l'énergie qu'il dégage. Des membres souples, un magnétisme naturel, et ce genre de confiance qui pousse les gens à se pencher vers lui, sans trop savoir pourquoi. Il jouait au baseball au lycée. Pas très bien, objectivement, mais avec un sourire assez désarmant pour que l'entraîneur le garde sur le terrain malgré tout. Il prenait de la place, d'une manière que Frank et Diane trouvaient charmante, et que je trouvais, dès mes 15 ans, vaguement épuisante. Moi, j'étais l'autre. Pas le mouton noir. Je ne causais jamais de soucis, n'avais pas bu une goutte d'alcool avant l'âge légal. Maintenais des notes correctes, et j'ai postulé à l'université tout seul, sans demander à personne de m'aider à remplir les formulaires. Pas vraiment l'enfant oublié, non plus. Mes parents connaissaient mon prénom, savaient où j'étais, et pouvaient résumer les grandes lignes de ma vie si on les poussait un peu. J'étais plutôt comme un meuble, présent, fonctionnel, apprécié. En arrière-plan, de cette façon vague dont on apprécie un meuble qui est toujours exactement là où il doit être. Personne n'y pense, jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Voici ce que je veux dire concrètement, car je trouve la version concrète plus honnête que l'abstraite. Quand Colton a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Frank lui a acheté une Mustang d'occasion. Pas neuve, mais une vraie voiture, une Mustang GT de 1998 avec un lecteur de cassette fonctionnel. Et une bosse sur l'aile arrière qui, selon Frank, lui donnait du caractère. J'ai regardé mon père tendre les clés à Colton dans l'allée, pendant que Diane se tenait sur la pelouse, prenant des photos avec un appareil jetable. Il y avait du gâteau, il y avait les cousins, et une carte signée par les deux parents, rédigée de la main de Diane. Quand j'ai obtenu mon diplôme 2 ans plus tard, Frank m'a serré la main et a dit, « C'est bien, mon fils. » Ce fut toute la cérémonie. Je me suis rendu seul à la journée d'accueil de mon collège communautaire au volant de la 2e voiture de Diane, qu'elle avait bien voulu me prêter pour l'après-midi, et que je devais impérativement ramener avant 17 heures. Je ne dis pas cela par cruauté.
Je le dis parce que c'est exact, et parce que c'est le genre de détail qui semble mesquin quand on le raconte une seule fois, mais qui devient dévastateur lorsqu'on les accumule. Toutes mes histoires sont ainsi assez minimes pour que l'on se sente ridicule de se plaindre, mais suffisamment lourdes, une fois rassemblées, pour former un poids dont il faut un jour décider si l'on veut continuer à le porter. Lorsque Colton a emménagé dans son premier appartement, Diane a passé un week-end entier à l'aider. Elle a meublé et équipé sa cuisine à partir de rien. Rideaux de douche, tapis de bain, service complet d'assiettes, bols spécialement réservés aux céréales, étagères à épices, et paillassons. Quand j'ai eu mon premier appartement 2 ans plus tard, dans une autre ville, après avoir été admis dans un programme accéléré de comptabilité, Diane a dit « Oh, c'est passionnant. As-tu besoin du numéro d'une entreprise de déménagement ?» Je n'avais pas besoin d'un déménageur, j'avais besoin d'un rideau de douche. J'ai acheté le mien moi-même. C'était un très bon rideau de douche. Je ne repense pas constamment à ce rideau de douche, sauf que si, un peu. À cette époque, Colton avait également développé avec l'argent une relation que l'on pouvait qualifier charitablement, de créative, et, plus exactement, de chaotique. 4 emplois en 3 ans, chaque départ s'accompagnant d'une histoire plus élaborée que la précédente. Il a emprunté de l'argent à Frank à 2 reprises. Puis à Diane séparément, ce que mes parents n'ont apparemment pas discuté entre eux, pour des raisons que je n'ai jamais totalement comprises, mais sur lesquelles j'ai développé, depuis, quelques théories personnelles. Il avait une ex-petite amie qui avait emménagé puis était repartie, en emportant au passage la vaisselle que Diane lui avait achetée, ce qui a poussé Diane à lui racheter de la vaisselle neuve. J'ai pensé à mon rideau de douche, et j'ai décidé de ne rien dire. À travers tout cela, Colton restait charmant, d'un charme sincère et désarmant. Ce n'était ni calculé, ni joué, il était simplement chaleureux. D'une manière qui donnait aux gens l'impression d'avoir de la chance d'être près de lui, y compris Frank et Diane. Et cette chaleur remplissait la pièce si complètement qu'il ne restait plus beaucoup d'espace mental pour me remarquer. Je ne pense pas que l'un d'entre eux ait fait le calcul. Ce n'est pas une excuse, c'est juste la réalité. J'ai obtenu mon diplôme de comptabilité, trouvé un emploi dans un cabinet de taille moyenne à Détroit, et réussi mon examen d'expert comptable à la 2e tentative, ce que je ne mentionne que parce que j'étais furieux d'avoir eu besoin d'un second essai. Et que cette fureur s'est avérée productive. Je suis passé à la comptabilité judiciaire 4 ans plus tard, parce qu'une collègue nommée Sloan brillante, portant perpétuellement un blazer une taille trop grande. Le genre de personne qui lisait des études de cas judiciaires comme d'autres lisent des romans policiers. M'avait vu repérer un détail dans un dossier que 2 associés seniors avaient manqué, et m'avait dit, sans détour, tu devrais plutôt faire ça. C'est ce que j'ai fait, et j'étais bon dans ce domaine. Il s'est avéré qu'une vie entière à remarquer ce qui n'était pas dit constituait une excellente préparation pour trouver ce qui n'était pas montré. À 29 ans, j'avais un appartement dans un quartier agréable de Détroit, avec vue sur la rivière, et une bibliothèque que j'avais construite moi-même avec des planches de noyer, un samedi, juste pour voir si j'en étais capable. J'avais un chat nommé Colonel, qui suivait un emploi du temps qui lui était propre, et ne portait aucun intérêt particulier à mon état émotionnel, ce que je trouvais reposant. J'avais un ami nommé Rigain, mon ancien colocataire d'université, passionné par 2 sujets uniques, la bière artisanale, et les grandes défaillances structurales de l'histoire de l'ingénierie, qui débarquaient avec les 2 si on l'appelait à minuit. J'avais une vie. Elle n'était pas bruyante, elle était solide, et elle m'appartenait. J'avais aussi l'habitude d'appeler chez moi tous les dimanches, de conduire jusqu'à Saginaw pour chaque grande fête, d'envoyer des cartes d'anniversaire qui arrivaient à temps, d'assister aux événements, et d'être disponible de manière constante. Je n'étais pas absent. J'étais présent de façon régulière, mais invisible.
présent pour la remise de diplôme d'un cousin que Colton avait manqué, présent sous un mauvais tant que personne ne m'avait demandé de braver. Voici ce qui arrive quand vous êtes celui sur qui l'on peut compter, la fiabilité devient invisible. Non pas parce que personne ne s'en soucie, mais parce que les choses fiables finissent par ne plus être perçues comme des choix. Elles deviennent le paysage, porteuses de charges, et considérées comme acquises, de la même manière, totalement. Le schéma s'est cristallisé, il ne s'est pas brisé, mais est simplement apparu avec une clarté brutale. Lors du dîner pour le 62e anniversaire de Diane, dans un restaurant italien au menu plastifié, avec une bougie plantée dans une bouteille de vin, nous étions 4, Frank, Diane, Colton et moi. J'avais fait la réservation, j'avais fait la route le matin même, et j'avais apporté un cadeau, un gilet en cachemire, dans la couleur exacte que Diane avait pointé du doigt dans un catalogue 6 mois plus tôt, un détail que j'avais apparemment gardé en mémoire sans même m'en rendre compte. Colton est arrivé avec 40 minutes de retard, armé d'une carte achetée dans une station-service, et d'une anecdote d'embouteillage si sincèrement drôle qu'au moment où il a fini de la raconter, son retard appartenait déjà au passé. Diane a ouvert mon cadeau. Elle a dit « Oh, comme c'est gentil », a tenu le gilet à bout de bras pendant 4 secondes, l'a reposé dans le sac, puis a passé 15 minutes à demander à Colton s'il était sérieux au sujet de la femme de sa salle de sport. J'ai mangé mon piccata de poulet, sans rien dire. Le gilet est resté dans son sac tout au long du tiramisu, et jusqu'au parking. Ce n'était pas de la cruauté. Diane ne faisait pas le choix calculé de m'ignorer, elle était simplement plus intéressée par Colton. Elle avait toujours été plus intéressée par Colton. C'était une vérité toute simple, de la manière dont certains fait le son, sans drame, sans contestation, juste discrètement ancrée dans la structure des choses. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me trompais. Colton a traversé ce que la famille appelait une passe difficile lorsqu'il avait 32 ans. Il travaillait dans la vente, dans divers domaines et pour différentes entreprises. La plus récente s'était effondrée, et la précédente s'était terminée d'une manière qualifiée de « consentement mutuel » sur un ton qui indiquait que c'était tout le contraire. Il avait de vraies dettes, il avait un loyer qu'il ne pouvait plus payer, et il ressentait cette anxiété particulière propre à quelqu'un qui a toujours réussi à glisser sur les problèmes, et qui se heurte enfin à une glace trop épaisse. Diane m'a appelé en mars de cette année-là. Elle a utilisé le mot « désespéré » une fois, et le mot « difficulté » à 4 reprises en l'espace de 7 minutes, puis m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. J'ai dit oui, immédiatement, sans hésiter. Quel que soit le registre accumulé de mes effacements, la Mustang, le rideau de douche, 30 ans de dîner d'anniversaire où j'occupais le décor, Colton restait mon frère. J'ai viré de l'argent cette semaine-là. Il m'a appelé pour me remercier, et semblait sincèrement, vulnérablement soulagé. Il a dit qu'il me rembourserait dès qu'il se serait remis sur pied. J'ai mis en place un virement mensuel automatique de 3200 $, chaque premier du mois. Je l'ai mentionné une fois à Diane, pour qu'elle sache que c'était en place. Je ne voulais pas qu'on en fasse toute une histoire, je voulais simplement que Colton se stabilise. C'était il y a 2 ans, soit 24 mois et 76 800 $, un mardi matin d'octobre. J'étais en train d'effectuer l'audit d'une organisation à but non lucratif. Lorsque mon téléphone a vibré. Groupe familial, moi, Diane, Frank, Colton. Ainsi que 2 cousins ajoutés à un moment donné, et qui, en 3 ans de présence sur cette discussion, n'y avaient absolument jamais rien contribué. Diane avait envoyé un message. Je peux le reproduire presque mot pour mot, tant. Je l'ai relu environ 300 fois depuis, salut tout le monde, Colton traverse de très grosses difficultés en ce moment. La situation financière est devenue très critique, et il aurait vraiment besoin du soutien de la famille.
Si chacun pouvait envoyer 500 $, cela l'aiderait énormément. Même si vous envoyez moins. Tout geste compte. Il a besoin de nous en ce moment. Je suis resté assis un moment avec ce message sous les yeux. Je veux que vous compreniez la texture particulière de cet instant, la façon dont l'air du bureau semblait s'épaissir. Légèrement, la façon dont j'ai relu le message une deuxième, puis une troisième fois. Mon esprit faisant déjà ce qu'il fait professionnellement repérer l'écart entre la version énoncée des faits et ce que les documents montrent. Réellement. Colton traverse de très grosses difficultés. Si chacun pouvait envoyer 500 $. J'ai tapé 6 mots et un point d'interrogation, combien a-t-il reçu? Jusqu'à présent. Je n'ai pas écrit, cela fait 2 ans que je lui envoie 3200 $ chaque mois. Je n'ai pas écrit, ça fait 76 800 $, Diane. J'ai posé une question simple, raisonnable, le genre de question que tout adulte censé se poserait avant de donner de l'argent pour une situation dont il ne connaît pas tous les contours. Si la réponse était « rien », la réponse tenait. En quelques mots, c'était simple. Mon message a été supprimé au bout de 40 secondes, pas le message de Diane, le mien. Je dois vous dire que je conserve des preuves de tout, par réflexe et par habitude professionnelle. J'avais fait une capture d'écran du message de Diane à sa réception, j'ai fait une capture d'écran de ma réponse pendant que je la tapais, puis j'ai observé en temps réel. Mon message est apparu, a existé pendant 40 secondes, et a disparu. J'ai pris une capture d'écran de l'espace vide où il se trouvait, avec l'horodatage clairement visible. Ensuite, je suis resté immobile pendant environ 3 minutes. Puis, j'ai ouvert mon application bancaire. 24 mois de virement, chaque premier du mois, 3200 $ avec la mention « Soutien C » dans le champ libellé. 24 lignes. Impeccable, et mon application a calculé le total sans que je ne lui demande rien, 76 800 $. J'ai exporté les relevés au format PDF, pris des captures d'écran des 24 virements individuels, et je les ai organisés par ordre chronologique. Ensuite, j'ai tout publié sur le groupe familial. Sans explication, sans accusation, sans le moindre ton. 24 captures d'écran de relevés de virements bancaires, et une seule phrase en dessous, je voulais m'assurer que tout le monde avait une vue d'ensemble avant de contribuer. Colton a appelé 3 minutes et 47 secondes plus tard. J'ai regardé le téléphone sonner, et je n'ai pas répondu. Au moment où Diane a appelé, je me étais déjà connecté à ma banque pour annuler le virement automatique. Son message vocal durait 4 minutes et 12 secondes. Je le sais, parce que je l'ai enregistré. Elle n'a pas appelé pour s'expliquer ou reconnaître ce que montraient les documents. Elle a appelé pour me dire que la publication de ses relevés avait été humiliating pour Colton, que j'avais ramené toute l'histoire à moi, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je devais toujours tout rendre difficile. Alors qu'elle essayait simplement d'aider son fils. Son fils. Je suis aussi son fils. Cette arithmétique lui avait apparemment échappé sur le moment. J'ai appelé Rigain. Il est arrivé 40 minutes plus tard avec un pack de bière, s'est assis sur mon canapé, et a tout écouté sans dire un mot jusqu'à la fin. Puis il a dit, donc, tu envoyais 38 000 $ par an à un gars qui ne sait pas gérer l'argent, ta mère coordonnait le tout, et quand tu as posé une seule question, elle l'a supprimé en moins d'1 minute, avant de t'appeler pour te dire que c'était toi le problème. J'ai répondu, oui, c'est exactement à cela que ça ressemble. Il a décapsulé une bière, me l'a tendue, et a dit, il va me falloir 1 minute pour digérer ça. Ce que je n'arrivais pas à m'enlever de la tête, ce n'était pas l'argent lui-même, mais cette fenêtre de 40 secondes, la suppression. Le message de Diane était sur le groupe depuis près de 20 minutes avant que je ne réponde, ce qui signifiait qu'elle observait. Elle a vu ma question apparaître, elle l'a lue, et en 40 secondes, elle a décidé de faire disparaître la question plus tôt que d'y répondre.
Cela m'a révélé la véritable nature de ce qui se passait. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais demandé comment Colton s'en sortait, et où Diane m'avait répondu « ça va mieux » ou « c'est encore difficile » en évitant soigneusement les chiffres. Aux fois où j'avais proposé de parler directement à Colton, et où elle m'avait dit qu'il était stressé et n'avait pas besoin d'être dérangé. Toutes ces fois où le sujet m'avait glissé entre les doigts avec une fluidité si rodée que je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent, assis dans mon appartement, avec cette capture d'écran sur mon téléphone. Elle avait servi d'intermédiaire, elle avait géré ce que je devais savoir, et elle avait supprimé ma question en 40 secondes. Colton m'a envoyé un texto 3 jours plus tard, pas un appel, un texto. Marcus, je suis désolé. Je ne savais pas que maman faisait ça. Je pensais que tu étais au courant de tout. Je suis vraiment désolé. Je l'ai cru, et je le crois. Toujours. Colton n'est pas un planificateur. Ce qui s'est passé, selon moi, c'est que l'argent arrivait chaque mois, et qu'il n'en avait pas examiné la provenance de trop près, car cela aurait exigé de lui qu'il affronte quelque chose d'inconfortable. Or, la relation de Colton avec les choses inconfortables a toujours été de les laisser floues, juste hors de portée. Ce n'est pas de l'innocence, mais ce n'est pas non plus de la manipulation délibérée, c'est cette chose qui vit entre les deux, sans nom bien précis. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. J'ai arrêté d'appeler les dimanches, j'ai arrêté de me rendre à Saginaw. Sans annonce, sans explication. J'ai gardé le silence, et j'ai attendu de voir combien de temps il faudrait pour que quelqu'un s'en aperçoive. Frank m'a envoyé un texto au 19e jour. Son message entier, pas de nouvelles. Tout va bien? Sachant qu'il s'agissait d'un homme qui communiquait principalement par des grognements et des commentaires de football américain. Une question écrite avec des phrases complètes équivalait pratiquement à un télégramme venu du front. J'ai répondu, je vais bien, juste occupé. Il a envoyé un émoticône de pouce levé. Diane ne m'a pas contacté pendant 26 jours. Lorsqu'elle l'a fait, c'était pour me demander si je pouvais me renseigner pour ajouter Colton à la mutuelle de mon employeur. J'ai fixé ce message pendant un long moment, non pas avec colère, j'avais dépassé le stade de la fureur depuis un moment, mais plutôt avec la reconnaissance calme et fatiguée d'un scénario trop connu. 26 jours de silence, et cet appel arrivait parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Pas de « comment vas-tu » Pas de « j'ai réfléchi à ce qui s'est passé », juste « nous avons besoin d'un service, et tu es là. Personne qui gère ce genre de choses. Cette voix solliciteuse, je l'avais entendue toute ma vie, sans savoir que je l'entendais, jusqu'à ce que je l'entende à nouveau, avec du recul. Vers la 3e semaine de silence, Sloan s'est arrêté à mon bureau et a dit que je semblais différent, plus léger, comme si j'avais posé un fardeau et que j'étais parti sans lui. Ton rendement est plus net, a-t-elle dit, sur ce ton qu'elle utilisait aussi bien pour les compliments que pour les observations cliniques. Tu as terminé le dossier Morrison 2 jours en avance. Quoi que tu aies changé, continue. J'ai commencé à consulter le docteur Adler cette même semaine. Son cabinet se trouvait près de mon immeuble, une petite pièce, avec une grande horloge murale qui tic-taquait audiblement, ce qui aurait dû être agaçant, mais que j'ai trouvé, au contraire, très apaisant comme un métronome, empêchant la conversation de déraper. Il avait le visage de quelqu'un qui avait professionnellement accepté de ne plus jamais être surpris par quoi que ce soit. Je lui ai expliqué toute la séquence, 24 mois, 76 800 $, le groupe familial, la suppression, le message vocal, le texto de Colton. Il a écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a laissé l'horloge faire deux. Tic-tac. Vous ne vous contentiez pas d'envoyer de l'argent à votre frère. Vous payez pour avoir une place à la table. Je n'ai rien dit. Vous disiez que c'était pour Colton, mais il y avait un autre niveau, si vous étiez
Assez utile, assez généreux, assez fiable, il finirait par vous voir différemment. Vous vous achetiez une place dans la version de la famille que vous auriez aimé avoir. L'horloge a tic-taqué. L'argent est l'élément concret, et cela a de l'importance. Mais la vraie question n'est pas de savoir où il est allé, la vraie question est de savoir pourquoi vous avez continué à l'envoyer pendant 2 ans, alors que personne ne vous a demandé d'arrêter. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 15 minutes après cette séance, sans aller nulle part. C'est exactement le genre de choses pertinentes qu'un thérapeute peut dire, pas une solution, mais une vérité dite simplement, qui réorganise toute la perspective. J'ai continué les séances, et j'ai continué mon travail. Sloan me poussait depuis des mois vers une affaire complexe de détournement dans une organisation à but non lucratif, et je m'y suis enfin investi à fond. Une concentration claire, soutenue, à laquelle je n'avais pas eu accès depuis des années, parce qu'une trop grande partie de mon énergie cérébrale était absorbée par une dynamique qui la brûlait sans rien donner en retour. Un matin, elle m'a annoncé qu'elle avait proposé mon nom pour un poste de direction dont j'ignorais l'ouverture. Sa recommandation écrite disait « Marcus est le meilleur avec qui j'ai travaillé. » Point final. J'ai relu cette phrase plusieurs fois, elle résonnait sans le moindre parasite, sans ce réflexe d'y chercher une correction. Il y avait aussi Josie. Nous n'en étions qu'à 3 rendez-vous lorsque tout a explosé avec ma famille. Je m'attendais à moitié à ce que ce bazar la fasse fuir. C'était lourd à porter, avec cette histoire, les séquelles, et ces soirées où j'étais présent physiquement, mais l'esprit ailleurs. Mais Josie était kinésithérapeute, et elle avait une compréhension précise de la mécanique. Défaillante. Elle ne paniquait pas face au dysfonctionnement, elle posait des questions directes, et attendait des réponses directes. Un soir, lorsque je lui ai expliqué toute la séquence des événements, elle a écouté, puis a dit, « Tu as créé une trace écrite de ta propre générosité, et tu l'as partagée avec les personnes concernées. Dans n'importe quel contexte professionnel, on appelle simplement ça de la transparence. » Une pause. Et maintenant, tu es assis là à te demander si tu as fait quelque chose de mal. Le fait de voir cette situation réduite à un simple processus m'a aidé plus qu'il n'aurait dû. C'est Josie qui a fini par me dire, doucement mais sans trop endorer la pilule, que je devrais probablement parler à ma famille avant que ce silence ne se transforme en quelque chose de définitif. Non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce que je méritais la libération qui découle du fait de dire les choses à haute voix, dans une pièce avec les personnes qui doivent rester assises pour l'écouter. J'ai appelé Diane un mercredi, et je lui ai dit que je voulais parler en personne. Elle a accepté, de cette voix prudente qu'elle utilisait quand elle ne savait pas trop à quoi s'attendre. J'ai roulé jusqu'à Saginaw un samedi. Nous étions tous les 4 autour de la table de la cuisine, moi, Frank, Diane et Colton. La même cuisine où j'avais dîné pendant toute mon enfance, assis sur la chaise la plus proche de la porte, ce que j'avais toujours attribué au hasard. J'avais une chemise en carton marron posée devant moi sur la table, fermée. Relevé bancaire, capture d'écran, transcription du message vocal. Tout le monde pouvait la voir. Je veux parler de ce qui s'est passé, ai-je dit, et je veux m'appuyer sur les documents. Diane a commencé, Marcus, je ne pense pas. Diane, ai-je coupé calmement, sans élever la voix, je vais parler pendant quelques minutes, puis chacun pourra dire ce qu'il a à dire. Elle. Sais-tu? Frank a fixé la table, Colton m'a regardé droit dans les yeux. J'ai parlé pendant environ 12 minutes. J'ai cité des dates, nommé des montants. Décrit la séquence sur le groupe familial, le message, la question, la suppression, et le message vocal, dans ce langage précis que j'utilise au travail pour présenter mes conclusions à un client. J'ai employé les mots schéma, documentation, et prise de décision. Je n'ai pas utilisé le
Mots, blessures, je n'en avais pas besoin. Les documents disaient ce qui devait être dit, et je les ai laissés parler. Quand j'ai eu terminé, Colton a dit, « Marcus, je suis désolé, vraiment. » Il regardait la table, la mâchoire crispée, comme quelqu'un qui se retrouve à court de charme et qui fait face à ce qu'il reste en dessous. « Je te crois, ai-je répondu, c'est la vérité. » Diane a affirmé qu'elle avait seulement essayé d'aider Colton, et qu'elle n'avait pas voulu donner l'impression de cacher quoi que ce soit. Frank est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit, sur le ton posé de quelqu'un qui s'était entraîné, « Je ne savais pas combien tu lui envoyais, j'aurais dû demander. » C'était la phrase la plus longue que Frank ait prononcée sur l'argent en ma présence en 34 ans. Je l'ai noté à un feu rouge sur le chemin du retour, non pas pour lui en tenir rigueur, mais parce que cette exception méritait d'être consignée. Il n'y a pas eu de réconciliation spectaculaire à la Hollywood. Diane ne m'a pas dit qu'elle nous avait aimés d'un amour égal, et je ne l'aurais d'ailleurs pas cru. Ce qui s'est installé à la place, c'est un silence étrange, épuisé, à la fin, le genre de silence qui survient lorsque des choses ont été dites et ne peuvent plus être effacées, et que chacun s'adapte à la nouvelle atmosphère. Ce silence avait quelque chose de réel, pas suffisant pour tout régler, mais réel. Je suis rentré chez moi avec la chemise sur le siège passager. Les mois qui ont suivi ont été plus calmes que ce à quoi je m'attendais, de manière plutôt positive. Colton et moi avons commencé à nous envoyer des textos, pas de grands échanges, juste ce petit signal sonore en arrière-plan entre deux personnes qui réapprennent à se situer l'une par rapport à l'autre, de chaque côté d'un fossé, dont elles comprennent désormais toutes deux les dimensions. Il a trouvé un emploi stable dans une entreprise de logistique, et il ne m'a pas demandé d'argent. Il m'a envoyé une carte de Noël qui disait « Je te dois bien plus que de l'argent, et je le sais. » Je l'ai posée sur la bibliothèque en noyer que j'avais construite, et qui continue de très bien tenir le coup. Diane et moi nous parlons de temps en temps. Elle ne réaborde pas ce qui s'est passé, mais prend des nouvelles de colonel qu'elle a rencontré une fois et qu'elle a qualifié de distant, ce qui est exact. Elle ne pose pas de questions sur Josie, peut-être parce que reconnaître pleinement son existence reviendrait à admettre que j'ai une vie accomplie dont elle ne possède plus la carte. Je n'ai pas besoin qu'elle l'ait. Frank et moi avons eu 2 conversations sans rapport avec le football cette année, une fois au sujet du travail de Colton dans la logistique, et une autre fois, de façon surprenante, pour savoir si j'aimais la comptabilité judiciaire. Je lui ai répondu que j'aimais le fait que la vérité se trouve toujours dans les documents. Il a hoché la tête à la manière d'un homme qui a passé des décennies à mesurer 2 fois avant de couper. Il comprenait la précision dans sa chair, il n'avait simplement pas mesuré les bonnes choses pendant très longtemps. Moi non plus. Le mois dernier, Josie et moi préparions le dîner dans mon appartement. La recette de sa grand-mère, citron et capre, quelque chose qu'elle avait appris un dimanche, alors qu'elle avait 9 ans. Colonel était installé sur le plan de travail de la cuisine, ce qui lui est interdit, observant la scène avec son air de méprise institutionnel modéré pour toutes les règles qu'il n'a pas inventées lui-même. Josie a dit quelque chose qui m'a fait rire, un de ces rires francs, incontrôlables, le genre qui surgit avant même que vous n'ayez eu le temps de décider de rire. Et je me suis dit, ceci, ce mardi soir précis, le citron, le chat, le rire, cette femme dans ma cuisine, qui pose des questions directes et attend des réponses sincères. Voilà ce que je protégeais lorsque j'ai enfin cessé de financer une dynamique qui ne me protégeait pas en retour. J'avais dépensé $3200 par mois pour essayer d'acheter une place à une table. L'argent est parti là où il est parti, mais ce que j'ai récupéré en retour. Après la capture d'écran, le message vocal, les 12 minutes autour de la table 2. La cuisine, la chemise en carton, et le tic-tac de l'horloge dans le cabinet du Dr Adler. C'est la clarté nécessaire pour comprendre ce que j'achetais réellement.
Je m'appelle Marcus, je suis la trace de l'argent pour gagner ma vie, j'ai 34 ans, et je remarque tout. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce que je remarque le plus, ce n'est pas l'écart entre ce que j'ai donné et ce que j'ai reçu en retour, c'est ce qui est juste là, devant moi. Le citron, le chat, le rire. Cette vie que j'ai construite en silence pendant les années où j'essayais d'en financer une autre. Il s'avère que c'était, depuis le début, le meilleur des investissements.